Dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes stratégies qui peuvent être mises en place dans une situation d'oligopole. Après avoir rappelé donc ce qu'est une situation d'oligopole et ce qu'est un oligopoleur, nous verrons donc les stratégies de type coopératif et les stratégies de type non coopératif. Nous terminerons par l'étude du célèbre dilemme du prisonnier. Alors tout d'abord, il faut faire attention au vocabulaire utilisé. L'oligopoleur va désigner en fait l'entreprise qui évolue dans un marché en situation d'oligopole. L'oligopole est donc une structure de marché spécifique dans laquelle plusieurs producteurs, plusieurs entreprises, font face à un très grand nombre de demandeurs. Il existe deux formes d'oligopole, l'oligopole de guerre, l'oligopole de paix. Dans l'oligopole de guerre, les entreprises en fait se livrent une véritable concurrence entre elles. Par exemple, une concurrence sur les prix. Donc les prix vont être tirés vers le bas. L'objectif est ici d'augmenter ses parts de marché, donc d'accroître son pouvoir de marché. En situation d'oligopole de guerre, nous avons une stratégie qui est dite non coopérative. L'oligopole de paix correspond à une situation où les entreprises vont s'entendre, autrement dit elles vont se mettre d'accord, par exemple sur un prix commun, et donc finalement ne vont pas se livrer à une véritable concurrence. Bien évidemment, quand elles vont s'entendre sur un prix, sur un tarif commun, il est évident que ce prix sera supérieur à ce qu'il aurait été en situation de concurrence. L'objectif pour ces entreprises est d'avoir des profits plus élevés. Bien évidemment, dans le cas présent, nous sommes en situation de stratégie coopérative. Alors, quelle stratégie non coopérative les oligopoleurs peuvent-ils mettre en place? Alors, tout d'abord, classiquement, en fait, les entreprises peuvent se livrer une concurrence par les prix. Elles vont pratiquer un prix plus faible que les concurrents, ce qui leur permettra donc d'accroître les parts de marché, le pouvoir de marché, etc. Elles peuvent également mettre en place des stratégies dites de différenciation, que ce soit par le produit, au niveau technologique, de sa durabilité, du design, par le service après-vente, le conseil, les différentes techniques de fidélisation clientèle, la marque, le prestige, les valeurs véhiculées, l'engagement véhiculé par la marque, la qualité de celle-ci, etc. Enfin, elles peuvent également s'appuyer sur une stratégie en fait d'accroissement de la taille, que ce soit par croissance interne en fait au niveau organique. Elles vont accroître leur capacité de production en grossissant de l'intérieur. Elles vont accroître leur stock de capital fixe, le nombre de machines, donc elles pourront produire plus, ou que ce soit par croissance externe, autrement dit de la concentration. Alors tout ce qui concerne les stratégies de différenciation et d'accroissement de la taille, je vous invite à visionner donc la vidéo adéquate sur les stratégies mises en place par les entreprises pour accroître leur part de marché. L'objectif donc, comme je l'ai souligné, c'est plus de part de marché, plus de pouvoir de marché, et évidemment à la clé des profits plus importants. Dans un deuxième temps, nous allons voir donc qu'il est finalement peut-être plus intéressant pour les entreprises de coopérer, de s'entendre, tout simplement, lorsqu'elles sont dans une situation d'oligopole. En fait, en situation d'oligopole, les entreprises ont intérêt à former des ententes parce que si elles décident de se livrer en fait concurrence, que ce soit par le prix, la différenciation des produits, etc., on va finalement aboutir à une situation sous-optimale pour chaque entreprise présente sur le marché. Effectivement, les entreprises se livrent une concurrence, donc n'importe quelle forme, donc il y a fort à parier qu'à la fin, elles aient moins de profit que si elles s'étaient entendues pour pratiquer un prix plus élevé qui aurait été générateur de davantage de profit. On va maintenant étudier le célèbre dilemme du prisonnier qui a été formulé donc dans les années 50 par le mathématicien Tucker. Ce dilemme du prisonnier est très intéressant parce qu'en fait, si on l'applique à l'économie, il montre pourquoi il est plus intéressant pour les entreprises en situation d'oligopole de former des ententes pour finalement avoir des profits plus importants. Alors, présentons la version classique du dilemme du prisonnier, tel qu'il a été formulé en 1950. En fait, c'est une histoire que raconte Tucker. Donc, dans son histoire, en fait, on a deux individus qui sont suspectés par la police d'avoir effectué un braquage. Suspect numéro 1, suspect numéro 2. Les deux suspects sont arrêtés par la police et ils sont interrogés séparément. Alors, séparément, c'est très 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 important. Le fait qu'ils soient interrogés séparément, chacun en fait dans une pièce différente,
Ça signifie qu'ils n'ont pas de possibilité de mettre en place des stratégies coopératives. Donc automatiquement, il y aura une stratégie non coopérative. Et on va proposer à chacun des deux suspects, en fait, le deal suivant. Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si personne ne se dénonce, vous aurez tous deux 6 mois de prison. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de stratégie coopérative possible, hein, d'accord? Les suspects sont chacun dans une pièce. Alors afin de voir les différentes situations possibles, on va faire apparaître en fait un tableau qu'on va tout simplement appeler une matrice de gain et qui va permettre de mettre en évidence les différentes combinaisons possibles en fonction des choix de chacun des suspects. Le suspect numéro 1 donc, qui peut soit dénoncer soit se taire, et de manière réciproque, le suspect numéro 2 qui peut également soit dénoncer soit se taire. Alors on va replacer tous les éléments du deal dans le tableau. Alors si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté, et l'autre écopera de 10 ans de prison. Bien évidemment, cela fonctionne pour le suspect numéro 1, la même proposition est faite au suspect numéro 2, donc de manière réciproque, le suspect numéro 2 est remis en liberté, et le suspect numéro 1 prend 10 ans de prison. Si tu le dénonces, et lui aussi, autrement dit, s'ils se dénoncent tous les deux, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Donc s'ils se dénoncent tous les deux, ils vont tous les deux en prison, et ils prennent chacun 5 ans. Si personne ne se dénonce, bon, ils vont quand même en prison, bien évidemment, mais ils prennent seulement 6 mois de prison, une demi-année. Alors, à partir de la matrice de gain, on peut analyser les différentes combinaisons possibles. Alors, on va se placer du point de vue du suspect numéro 1, sachant que c'est exactement la même chose si l'on se place du point de vue du suspect numéro 2. Alors, si l'on se place du point de vue du suspect numéro 1, partons du principe que le suspect numéro 2 se taise. Et bien en fait, si le suspect numéro 2 se tait, automatiquement, le suspect numéro 1 se dit, si je le dénonce, je suis remis en liberté, si je me tais, je prends 6 mois de prison. Donc le suspect numéro 1 a tout intérêt à dénoncer s'il part du principe que le suspect numéro 2 va se taire. Deuxième cas de figure. Si le suspect numéro 1 part du principe que le suspect numéro 2 le dénonce, il se dit, si moi aussi je le dénonce, je vais prendre 5 ans. Et si je me tais, je prends 10 ans. Donc j'ai tout intérêt à le dénoncer. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas de figure, que le suspect numéro 2 se taise ou qu'il dénonce, le suspect numéro 1 a toujours intérêt à dénoncer. Bien évidemment, on peut faire le raisonnement de manière réciproque en se plaçant du point de vue du suspect numéro 2 et on arrive à la même conclusion, à savoir que dans tous les cas de figure, le suspect numéro 2 a rationnellement intérêt à toujours dénoncer le suspect numéro 1. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun des suspects va faire un raisonnement rationnel et finalement aboutira toujours à la même conclusion, il faut dénoncer l'autre. Dénoncer l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ils vont tous les deux prendre 5 ans de prison, donc en étant rationnel, en raisonnant individuellement, chaque suspect a intérêt à dénoncer l'autre, ok? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on va aboutir à une situation où l'optimum collectif ne sera pas atteint. Puisqu'en se dénonçant mutuellement, ils vont prendre chacun 5 ans, alors que si chacun des deux s'était tu, ils n'auraient pris chacun que 6 mois. En fait, ici, le problème vient du fait qu'il n'y a pas eu de stratégie coopérative qui a été mise en place. Si une stratégie coopérative avait été en amont, avant mise en place, alors cela aurait été ce qu'on appelle dans le milieu du crime la loi du silence en fait. Autrement dit, ils auraient convenu à l'avance que quoi qu'il se passe, il ne faut rien dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on est plusieurs à se faire prendre, effectivement, il ne faut jamais rien dire, il ne faut jamais dénoncer l'autre, dans la mesure où, effectivement, la peine encourue sera toujours plus faible que si, en fait, les individus se dénoncent mutuellement. Alors vous pouvez me demander, mais quel lien avec l'économie? Eh bien, on va le voir. Faisons une application économique du dilemme du prisonnier et montrons tout l'intérêt d'une stratégie coopérative. Vous avez compris qu'ici, la stratégie coopérative, c'est la mise en place d'une entente. Alors certes, on n'a que 2 entreprises, après on peut évidemment raisonner avec 3, 4, 5, 6, etc.
C'est pour que ce soit plus simple. Prenons deux entreprises qui fabriquent des téléphones et qui se font concurrence. L'entreprise numéro 1, l'entreprise numéro 2. Les deux entreprises ont deux choix. Premièrement, elles se font concurrence par les prix. Alors se faire concurrence par les prix, ça veut dire qu'on baisse les prix tout simplement. Auquel cas, si elles baissent les prix, qu'elles se font concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie coopérative. Donc on est face à une stratégie non coopérative. Deuxième choix, elles peuvent mettre en place une entente et elles vont toutes les deux augmenter leur prix. Donc résultat, plus de profit à la clé. Oui, mais si elles mettent en place une entente, ça veut dire qu'on est face à une stratégie coopérative. Alors comme nous l'avons fait tout à l'heure, on va compléter à nouveau la matrice de gain. Avec d'un côté l'entreprise numéro 1, d'un autre côté l'entreprise numéro 2. Alors, si l'entreprise numéro 1 baisse ses prix et que l'entreprise numéro 2 augmente ses prix, en fait, l'entreprise numéro 1 rafle la mise, elle va se faire un maximum d'argent, beaucoup de profit. Inversement, l'entreprise numéro 2, elle, zéro profit, plus de ventes, plus rien. Bien évidemment, de manière réciproque, on a la même chose si c'est l'entreprise numéro 2 qui baisse les prix, l'entreprise numéro 1 qui augmente ses prix. Si les deux entreprises décident simultanément, toutes les deux, de baisser leurs prix, finalement, les profits vont s'effondrer. Elles en auront un petit peu, bien évidemment, mais très très peu. Dernier cas de figure, les deux entreprises décident de s'entendre et elles augmentent toutes les deux leurs prix. Là, par contre, elles auront davantage de profit. Certes, elles auront moins de profit que si l'une avait baissé et l'autre avait augmenté ses prix, mais elles auront toujours plus de profit que si les deux avaient en même temps baissé leurs prix. Alors maintenant, voyons quel raisonnement vont faire chacune d'elles. Alors si on se place du point de vue de l'entreprise numéro 1, si l'entreprise numéro 1 suppose que l'entreprise numéro 2 augmente ses prix, elle a donc le choix entre baisser ses prix et également augmenter ses prix. Rationnellement, bien évidemment, elle va décider de baisser ses prix, car cela va lui rapporter davantage de profit. Deuxième cas, si l'entreprise numéro 1 se dit l'entreprise numéro 2 va baisser ses prix, elle a le choix entre également les baisser ou les augmenter. Si elle les augmente, elle perd tout. Plus de vente, plus de profit. Si elle les baisse, elle fera quand même effectivement un petit peu de profit. Donc on voit finalement que dans tous les cas de figure, l'entreprise numéro 1 qui est rationnelle a, peu importe le choix de l'entreprise numéro 2, tout intérêt à baisser ses prix, car cela lui générera toujours plus de profit que si elle les augmente. Réciproquement, l'entreprise numéro 2 va faire exactement le même type de raisonnement. On voit que si les deux en fait décident de baisser leur prix, elles se font une véritable concurrence. Là, c'est vraiment l'oligopole, même si c'est un duopole, mais c'est vraiment un oligopole de guerre. On est parfaitement dans une stratégie non coopérative qui ne va pas rapporter beaucoup aux deux. Alors que si elles décident de s'entendre, donc c'est une entente, et qu'elles augmentent toutes les deux leur prix, on est en présence d'une stratégie coopérative qui va générer davantage de profit. La mise en place de l'entente permet donc de s'assurer des profits plus élevés que dans une situation de concurrence. Bon, vous remarquerez que j'ai enlevé les deux situations, l'une augmente, l'autre baisse ses prix, qui correspondent également à des stratégies non coopératives, mais qui ont très peu de chances d'être choisies bien évidemment. A noter que le dilemme du prisonnier peut trouver de nombreuses autres applications, que ce soit dans le cadre du commerce international, entre deux pays, par exemple la Chine et les États-Unis, faut-il taxer ou non les biens qui proviennent d'un autre pays? Au niveau géopolitique également, alors là on peut un petit peu historiquement faire référence à la guerre froide, est-ce qu'il faut développer des missiles ou ne pas les développer? Que va faire le pays qui est en face de nous? On a également des applications au niveau biologique, des espèces qui évoluent dans un même espace géographique, est-ce qu'elles doivent se faire concurrence, est-ce qu'elles doivent coopérer pour survivre, etc.